Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir d'ailleurs, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez dans le globe. Soyez les bienvenus dans ce nouveau programme de télévision en ligne. Je suis Georges Goma. Et donc ce nouveau programme de télévision qui vous sera présenté dorénavant une fois par semaine. Parler de Renaissance est l'essentiel de cette émission. Perspective et prospective, le Congo la Renaissance vous présente donc sa première. Un Congolais qui est fier de l'être. À chaque instant, il le démontre. Nous aurons Monsieur Christian Perrin. Monsieur Christian Perrin est connu de tous les Congolais, aussi des Africains, puisqu'il intervient également dans l'espace public international. Avec Monsieur Christian Perrin, journaliste, reporter d'images, membre de l'Union internationale de la presse francophone, membre de la presse Club de Paris, nous parlera de lui et il nous parlera aussi de sa profession, de son vécu difficile, comme vous allez le voir, dans sa profession, au moment où il a pensé que le Congo était un pays démocratique. Monsieur Christian Perrin, bonjour. Bonjour Georges. Comment allez-vous aujourd'hui? Je me porte bien, j'espère que c'est pareil pour toi. Bien enchanté de t'avoir déjà sur notre plateau et Merci. L'objet d'un bonheur extrême. Alors, Monsieur Christian Perrin, j'ai dit quelques mots sur vous. Je connais votre modestie également. Ça sera peut-être aussi très embarrassant de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu davantage sur vous-même? Merci Georges Goba d'abord de m'avoir reçu sur ton plateau, me donner cette occasion de m'exprimer. Et généralement, je suis beaucoup plus à l'aise lorsque c'est moi qui pose les questions, mais là, cette fois-ci, c'est moi qui dois répondre. Vous comprenez que c'est... Et puis sur moi-même en plus, c'est un exercice très embarrassant, mais bon, on va essayer de dire ce que l'on sait, ce que l'on pense. Évidemment, je suis donc Christian Perrin, vous l'avez dit tout à l'heure, journaliste, reporter à l'image, congolais, donc né au Congo, grandi au Congo. J'ai commencé donc ma carrière aussi au Congo. C'est vrai, après les études qu'on a eu à faire par-ci, par-là, au Congo comme à l'extérieur. Donc, je suis donc Christian Perrin, marié, père de 2 enfants, une fille et un garçon. Voilà un peu ce que je peux dire dans un premier temps. Allons directement à notre sujet. Vous êtes un journaliste chevronné, Monsieur Christian Perrin. Tout le monde a vu votre production, beaucoup suivent votre carrière. Mais là, il se trouve que vous êtes à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Comment vous vous retrouvez à l'étranger? En tout cas, Georges, il faut dire que c'est une très longue histoire. Si on se mettait à la compter ici, c'est sûr et certain qu'on ne quittera pas le plateau et ça sera jusqu'à demain. Mais on va faire un tout petit effort pour résumer en quelques minutes ce qui s'était passé. Mais dans un premier temps, je dirais, je n'ai pas commencé mon travail à l'extérieur, c'est-à-dire à l'étranger. J'avais toujours aimé travailler chez moi, et même quand j'avais les opportunités de partir. D'abord, comment je me suis intéressé au journalisme? Je suis de formation technicien d'abord, parce que j'ai été dans les écoles techniques, au collège comme au lycée. J'ai un bac électrotechnique. Après là, je vais à l'ENSET. C'est l'institut qui, en fait, était réservé, je ne sais pas si ça existe encore, au Congo-Brazzaville, c'est l'université Marangwabi, l'ENSET. Et là-bas, on apprend, en fait, à devenir enseignant. Donc, après le bac. Donc, je vais me retrouver donc à l'ENSET, mais à l'ENSET, je ne me voyais pas être enseignant. Et après là, je vais finalement m'inscrire à la faculté des lettres, où je ferai donc langue et littérature française. Paix à son âme. J'ai été donc le collègue d'ailleurs de Paul-Marie Pouellet, pour ceux qui l'ont connu. Paul-Marie Pouellet, absolument. Voilà, on a étudié ensemble à Marangwabi jusqu'à faire la maîtrise. Mais jusque-là, je n'étais pas aussi convaincu de mes débouchés. Je me suis dit, il me faut quelque chose. Et donc, je vais me spécialiser finalement en informatique, mais même là encore. Et donc, mais après, dans le travail que je faisais, parce qu'après, j'avais un cabinet informatique, j'enseignais, je formais en informatique. Et après, je me suis intéressé à l'information. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que de ce que nous vivons au Congo, la réalité connue de tous les Congolais, lorsqu'on suit les médias, on a l'impression qu'il y a un hiatus. On vous raconte des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui ne reflètent pas la réalité,
Mais pire, c'est que tous les jours, on vient vous raconter les histoires politiques qui, en réalité, n'ont rien à voir avec le pays. Et là, ça a commencé à susciter en moi un sentiment de devenir journaliste. Voilà comment je vais m'engager finalement à me réinscrire encore à l'université Laurent-Gbagbo pour faire cette fois-là les sciences et techniques de communication. Et quand je sors de là, ben vous savez que c'est pas automatique que vous soyez recruté quelque part, parce que de toute façon au Congo-Brazzaville, en ce temps-là, il n'y avait que la télévision congolaise et puis la radio Congo. Et pour arriver, bon, enfin, c'est la fonction publique. Or, je n'ai jamais rêvé de travailler dans la fonction publique. Ça aussi, c'est un problème pour moi. Et donc, voilà comment je vais commencer à faire le journalisme. Quelles années ça? C'est quelles années? Vous pouvez nous situer un peu rapidement? J'ai commencé mes débuts en journalisme, nous sommes en 2001. Ah, en 2001. Oui, 2001. J'arrive à l'université, c'est en 1990. Je commence donc par l'ENSET, comme je vous ai dit. Après, je vais m'inscrire en langue et littérature française. Mais là, après, commencent des déboires. En ce temps-là, je me rappelle d'ailleurs, le président, parmi les représentants du syndicat, il y avait, je crois, l'actuel ministre, Mabiala. Il y avait tellement trop de désordre, trop de grèves, et nous sommes même arrivés à un moment où il y a eu des années blanches. Et voilà, tout ça, ça a commencé un peu à trotter dans ma tête pour me dire, mais il faut trouver d'autres débouchés. Mais bref, donc mes débuts en fait en information, c'est quand je commence à pratiquer, pas lorsque j'ai appris. Parce que j'avais appris après, je me suis retrouvé comme tout bon Congolais. D'ailleurs, quand vous avez fini, vous êtes dans la traîne, il faut se chercher. Mais moi, en fait, j'avais déjà opté pour faire l'informatique. Et donc, j'avais un cabinet informatique en ce temps-là, déjà dans les années, vous imaginez. Et donc, je fais mes premiers débuts en information, c'est en 2001. Et ça se passe comment? En réalité, je me retrouve à Pointe-Noire. Il y a une chaîne qui est mise en place, la télévision pour tous. Au départ, c'est la Cotrapen. Donc, c'est des travailleurs congolais, en fait, qui étaient dans le secteur du pétrole, qui se sont cotisés, se disant, parce qu'en ce temps-là, Pointe-Noire, soumis à ce qu'on appelle les bouquets de télévision, coffrés à un privé d'ailleurs, mais c'était trop cher parce que c'était pas à la portée de tout le monde. Il fallait avoir pratiquement au-delà de 200 000 en ce temps-là. C'est beaucoup d'argent pour avoir un bouquet, et c'est pas tout le monde qui avait accès à l'information. Et donc, la Cotrapen, donc la coopérative des travailleurs de Pointe-Noire, pensera mettre en place un outil d'information. Au départ, c'était quoi? C'est par cet outil, on devrait permettre à la population de suivre certaines chaînes, c'est-à-dire une gamme de chaînes qu'on avait choisies pour permettre aux Congolais d'être informés. Parce que Télé Congo déjà n'arrivait pas à Pointe-Noire, malheureusement, vous comprenez. Et c'est dans ce contexte que Cotrapen Télé Congo n'arrivait pas à Pointe-Noire. Vous dites, monsieur, non, ça n'arrivait pas. Télé Congo n'arrivait pas à Pointe-Noire à cette période-là. Pas du tout. Curieux. Et donc, voilà. On va donc créer la Cotrapen. Au départ, c'est juste une retransmission des chaînes étrangères. Après, ils vont réfléchir pour se dire, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas créer une unité où on traite nos informations nous-mêmes? À ce moment, moi, je suis pas encore là, donc, Cotrapen. Et donc, c'est un ami que je connaissais très bien, qui connaissait aussi un peu mon engagement, dans ce sens, qui m'informera, qui me dira, j'ai payé pour toi une formation qu'on est en train d'organiser à Télé pour tous, pour ceux qui voudront animer la chaîne en vue de création. Okay. Il dit, ça tombe très bien. Je me suis inscrit, nous avons appris donc les premières notions d'information là-bas, pratique, parce que c'était d'abord l'école. Là-bas, il fallait être sur le front pratique. La chaîne va donc lancer, nous serons donc les pionniers de cette chaîne, qui commençait déjà, évidemment, à déranger dès le départ, ça a commencé à déranger déjà le régime, parce que nous avions choisi comme ligne éditoriale la libre expression. Monsieur Christian Perrin, c'est très important ce que vous dites là pour situer un peu nos téléspectateurs, mais il faut quand même dire que cette période-là fait suite à un événement quand même que nous avons vécu au Congo-Brazzaville, un événement dramatique qui est quand même 1997. Donc on pense là que le pays a traversé une période turbulente d'expérience démocratique et il y a eu la guerre. Et la guerre a parfait le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Donc là, il y a quand même un autre système politique qui se met en place et qui imprime évidemment, n'est-ce pas, l'évolution d'un métier comme le vôtre. Je me rappelle qu'il y avait aussi des organes de presse comme l'Observateur, comme Thalassa, qui et certains autres organes de presse et qui depuis ont disparu.
je pense, hein, pour essayer de bien voir le paysage médiatique au Congo-Brazzaville post-guerre civile. Naturellement. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons donc créer cette chaîne où nous serons les pionniers. Et pour se perfectionner, évidemment, je vais donc m'intéresser à d'autres formations, toujours dans le cadre du journalisme. J'ai été beaucoup plus formé par des formateurs qui venaient des États-Unis, au niveau de l'ambassade des États-Unis. Et à partir de là, j'ai bénéficié d'une bourse pour aller donc me perfectionner aux États-Unis. Okay. Dans un premier temps, c'était là mon premier voyage d'ailleurs vers les États-Unis, et ça a été organisé par le secrétariat d'État américain. L'occasion que j'avais d'ailleurs, j'ai eu d'ailleurs à cette occasion rencontré Condoleezza Rice, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc après cette formation, quand je rentre au Congo, tu vois, j'ai une autre attitude, une autre manière de voir les choses au niveau de la presse, notamment. Parce que ce qu'on avait appris, j'avais bien envie d'exercer cela. Bien sûr. Pour ceux qui ont connu Télé pour tous, hein, ils savent ce qu'a été Télé pour tous. C'est tous les Congolais qui savent ce que ça donnait, comment les Congolais aimaient bien cette chaîne, parce qu'évidemment, nous étions, si on n'était pas vraiment proche de la vérité, mais on tentait de reproduire, sinon de rapporter l'objectivité, la vérité. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs la différence. Et donc, en réalité, la Télé pour tous, c'est la toute première chaîne privée au Congo. La toute première. Ensuite viendra des RTV et d'autres chaînes qui sont nées bien après. Donc ça, c'est un peu le début de ma carrière. Et de là, j'ai pris goût. Finalement, c'est devenu une passion en moi. Alors, je me suis dit, je m'arrête pas seulement à la rédaction, à la présentation des journaux ou des émissions. Il faut que j'apprenne la caméra. Je vais encore donc bénéficier d'une formation. Je vais aller apprendre la caméra. Je rentre, je continue mon travail. Je ne m'arrête pas là. Il me faut faire la réalisation, faire un peu le montage. Donc, pour être un peu complet, parce qu'évidemment, je suivais sur les autres chaînes comment un journaliste pouvait se retrouver dans un endroit seul, avec son matériel, et faire un direct, donc qui contrôlait tout, seul. Oui. Je me suis dit, ben, il me faut arriver à cette étape. Et c'est ce qu'on appelle le journaliste reporter d'image. Quelqu'un qui est capable de filmer, de faire le montage, de présenter un journal, une émission, de réaliser. Et voilà qui a fait de moi ce que j'étais devenu, finalement. Et donc, j'ai animé les émissions, j'ai réalisé des émissions, j'ai présenté le journal, pour ceux qui m'ont connu à Pointe-Noire. Et voilà comment je me suis en fait imposé dans la presse, ben, naturellement au niveau d'abord de Pointe-Noire. Je sais que, bon, nous avions d'ailleurs un programme, sinon un projet de nous installer au niveau de Brazzaville, mais est-il que ça ne passait pas parce que, je ne sais pas, est-ce qu'on craignait notre ligne éditoriale? Mais nous avons tenté tous ces demandes, mais qui finalement sont restées lettres mortes. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons fonctionné comme tout le monde, un média libre, avec tout ce que nous avons connu, les succès comme des déboires, et puis voilà. On voit très bien que vous avez été, comment on peut dire ça, comme un journaliste orchestre, hein, à faire des choses aussi par vous-même, par faire, n'est-ce pas, votre connaissance de l'art journalistique, c'est tout à votre honneur. Mais je voudrais continuer sur cette question. Parlez-nous un peu finalement, ça veut dire quoi la presse au Congo, l'activité journaliste au Congo-Brazzaville, dans la période, évidemment, dont vous faites référence. Ça veut dire quoi exercer comme journaliste au Congo-Brazzaville? C'est vraiment pas facile d'exercer le journalisme au Congo-Brazzaville. Déjà, rien que l'environnement politique ne le favorise pas. Mais pas pour tout le monde, M. Christian Perrin. M. Christian Perrin, j'en viens. C'est pas facile. On parle du journaliste globalement. Mais je pense qu'il y a certains journalistes qui prospèrent, puisque aujourd'hui, ils évoluent correctement. Et il y a d'autres, certainement, qui ont beaucoup plus de difficultés. Mais pour ceux qui ont beaucoup plus de difficultés, à quoi peut-on imputer ces difficultés-là? Évidemment, je vais en venir, parce que le journalisme, c'est tout un domaine avec, mais varié. Il y a plusieurs options. Il faut d'abord le reconnaître. Mais c'est quoi un journaliste? Un journaliste qui travaille dans un média libre est un contre-pouvoir, d'abord, ok?
C'est vrai que, bon, on a tendance de dire que c'est le quatrième pouvoir. Mais moi, à un moment donné, je me pose la question de savoir si ce n'est pas devenu le premier pouvoir. Parce que depuis un certain temps, si vous avez observé sur bien ce qui se passe dans le monde, vous verrez que la presse en tant que telle commence à influencer même les décisions judiciaires. Quand la presse en parle d'un événement, les spécialistes du domaine sont obligés de faire comme la presse est en train de conduire l'événement. Donc là, on comprend déjà que la presse est en train de prendre en fait la première place, jusqu'à influencer les pouvoirs exécutifs, pouvoirs législatifs, ainsi de suite. Bref, lorsque vous dites, il y a ceux qui s'en sortent, mais au Congo, c'est quoi ce qui se passe? Soit vous chantez comme un corbeau pour la gloire de l'empereur et vous êtes tranquille, mais à ce moment-là, on ne parlera pas du journalisme. Le journaliste, c'est pas celui qui vient chanter la gloire d'un politicien, malheureusement. Au Congo, malheureusement, dans notre pays, je préfère parler de notre pays que je connais très bien, parce que je ne sais pas ce qui se passe chez les autres. Vous avez en plus grand nombre oui, on les appellera journalistes, des reporters, mais en réalité qui ne font que la restitution des événements en forme de compte rendu de ce qu'ils ont couvert. On a dit ça, un tel a fait le discours, a fait ci, ça, ainsi de suite, et puis c'est fini. Suivez bien les journaux au niveau, par exemple, du Congo. Analysez un peu ces reportages, vous verrez que généralement, ce sont des comptes rendus. Ça n'a rien à voir avec un reportage d'investigation, par exemple, ou un vrai reportage que fait un professionnel des médias. Le journaliste, c'est celui qui va à la source, qui puise l'information à la source, qui la traite. Il n'a pas besoin de rapporter ce qu'on lui a dit de dire. Or, malheureusement, au Congo, nous constatons dans la plupart des cas, mais moi je comprends parce que il y a aussi ce côté d'engagement. Pour ceux qui n'ont pas le courage d'affronter par exemple le système, sont obligés de se plier, de faire allégeance, de dire ce qu'on leur demande de dire. Je vais vous prendre un exemple, ce que moi j'ai vu par exemple, parce que je fréquentais un ami qui était à Télé Congo. En ce temps-là, il était directeur commercial, je tais le nom. Mais toutefois que je le fréquentais, souvent le matin, quand je l'appelais, il me disait toujours « Je suis en réunion avec le ministre ». Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'ai commencé à me demander « Mais ce monsieur qui est toujours en réunion avec le ministre, c'est pourquoi exactement? C'est quel ministre au fait ?» Et quand je lui ai posé la question, il me dit « Avec le ministre de l'Information ». Pourquoi? Il me dit « Non, chaque matin, quand nous avons fini la rédaction, on va présenter le conducteur du journal au ministre et c'est le ministre qui valide, donc qui vous dit ça passe, ça ne passe pas, etc. ainsi de suite. Vous comprenez? Déjà là, j'avais compris que ce n'était pas le journalisme ce qui se faisait au niveau de Télé Congo. C'est grave, c'est de la propagande et malheureusement, ça se confond et dans le milieu commun, on appelle ça journalisme. C'est de la propagande, malheureusement. Monsieur Christian Perrin, donc au fond, vous êtes en train de nous dire qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas une presse libre. Parce que je suis, à mon entendement, un peu partout, en France, aux États-Unis, un peu partout, la presse, elle est diverse. C'est-à-dire qu'il peut avoir une presse de gauche, une presse de droite. Quand vous voyez Libération, FR France 2 et Le Figaro d'un autre côté, TF1, c'est des organes de presse qui sont quand même orientés, qui peuvent soutenir un régime en place ou non. Donc, mais dans le cas du Congo, en revenant au Congo-Brazzaville, dans ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce qu'on va comprendre qu'au Congo-Brazzaville, aujourd'hui, il n'y a place que pour une presse de propagande? C'est bien cela que vous nous dites, M. Christian Perrin? Bon, peut-être pas toute la presse, mais la presse, qui dit presse ou dit média, ne veut pas forcément dire journalisme. C'est là la différence. Parce que dans la presse, il y a tous les techniciens qu'on trouve, comme dans les médias, ça dépend de ce que vous faites. Moi, je parle en termes de journalisme, c'est-à-dire ce professionnel de l'information qui sait ce qu'il a à faire, qui constitue le contre-pouvoir. Je parle du journalisme. Et voilà, j'étais en train de vous expliquer, et dans beaucoup des médias, malheureusement, chez nous, et vous verrez bien, la plupart des journalistes, soit ils sont, comment ils appellent ça, attachés de presse, qu'ils appellent ça. Quand vous êtes déjà attaché de presse d'un ministre, il faut se demander en quoi vous êtes journaliste, parce que vous n'êtes plus impartial. Imaginez qu'il y a un événement qui, par exemple, froisse ou compromet votre patron. Vous ne serez pas capable de rapporter cela.
il y a déjà là un problème. Et donc, il y a tout cet ensemble-là des journalistes. Bon, mais on se mélange là et puis bon, on fait à la manière du Congo. Cependant, au Congo toujours, je n'ai pas dit que tous les journalistes ne font pas leur travail. Il y en a qui prennent le courage, qui prennent les risques, qui savent sur quoi s'en tenir. Eh ben, il y en a des vrais journalistes courageux qui font leur travail. Mais est-il que ils sont toujours malheureusement l'objet des menaces, comme on pourra le voir plus tard. Et tu vois, au Congo, il y a un phénomène d'ailleurs, il faut que je relève ici. Vous verrez que je peux me tromper, mais vous pouvez mener cette enquête, vous verrez bien que dans les médias congolais, 90%, je peux me tromper, mais 90% des professionnels, entre guillemets, qui travaillent dans ces médias sont des agents des renseignements. Mais c'est grave ce que vous dites là, monsieur. Qu'on a converti comme ça, qu'on appelle subtilement journalistes. Mais en fait, qui sont là. Vous êtes sûr de ce que vous avancez, monsieur Christophe Je suis sûr parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu cela même dans notre rédaction. Nous l'avons vécu dans toutes les rédactions. Mais je connais ce qui se passe dans le milieu, par exemple, des médias, surtout les médias publics. Il n'y a que ça. Donc, voilà pourquoi vous verrez que dans ces médias, c'est difficile que vous y lisez un reportage objectif. C'est très difficile parce qu'ils sont tenus à certaines règles à respecter. Vous prenez ou vous laissez. Ben, de toute façon, vous êtes libre. À prendre ou à laisser. Vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Pour un rien d'ailleurs, le fait d'avoir présenté une information qui n'a pas plu au roi Corbeau, peut-être, ben vous êtes viré. On a vu des journalistes qu'on a virés comme ça. Pour une simple présentation du journal, pour avoir par exemple inséré un reportage qui n'a pas plu au ministre, même quand ce dernier a été validé par votre responsable hiérarchique, c'est-à-dire le rédacteur en chef. Mais vous pouvez être viré parce que cela n'a pas plu au ministre. Ces cas-là, nous les avons vus beaucoup de fois au Congo-Brazzaville. Et donc, face à ces réalités, ben, les journalistes, même ceux qui avaient la volonté de bien faire, se retractent. Parce que, Georges, le Congo, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France où lorsque vous avez perdu du boulot ici, demain vous en trouvez ailleurs. Quand vous avez perdu du boulot au Congo, c'est définitif. C'est pour la vie. Et donc, face à ce genre de réalité, ben, ceux qui ne sont pas assez courageux sont obligés de se retracter. Avec la connaissance que vous avez de l'espace journalistique au Congo-Brazzaville, vous êtes à l'étranger. On va revenir sur cet aspect de la chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des courageux en ce moment au Congo dans votre métier? Est-ce qu'on peut parler d'un journalisme, comment vous appelez ça, d'investigation? On peut parler d'un journalisme d'investigation au Congo-Brazzaville dans le système tel que nous le connaissons? Actuellement, je ne saurais pas vraiment te répondre, mais parce que je sais qu'il n'y a jamais un monde où tout le monde est poltron. Non, jamais du tout. Il y a toujours des courageux, ceux qui voudront se démarquer. Ça existe, mais je ne saurais les identifier. Mais quand je lis la presse congolaise, ben, généralement, c'est là que, bon, j'essaie un peu de lire le thermomètre sur la presse congolaise. Généralement, je suis un peu déçu. Mais vous verrez qu'il y a quand même quelques bribes, quelques journalistes qui essayent un peu de se démarquer, mais avec les limites. Donc, en fait, ils se sont mis dans des conditions d'autocensure face au système. Et ceux qui ont osé, je ne veux pas vous parler, dernièrement, ils copient en prison notre confrère Raymond Malonga. Oui, tout à fait. Son motif, c'est quoi? Mais c'est pour avoir mené une enquête sur un détournement des milliards qui compromettait l'épouse de Jean-Dominique Okemba. Rien que ça. Et ça lui coûte aujourd'hui. Il est en prison. Il en a, je crois, pour 6 mois, avec une amende, je crois, de 30 millions qu'on lui a taxé comme ça. C'est juste pour avoir mené une enquête. Alors que la loi... Mais là-dessus, vous parlez de votre confrère qui est en prison. Mais il y a aussi la mémoire collective congolaise retiendra Monsieur Bruno Osebi, qui est aussi votre confrère, mais qui a eu un sort beaucoup plus tragique puisqu'il en est mort. Évidemment, quand tu fais bien de parler du cas Bruno Osebi qui a été carrément brûlé dans sa maison et qui avait été achevé
sur le lit de l'hôpital. Hein. C'est dans le lit de l'hôpital qu'il avait été achevé, mais simplement parce qu'il était en train de mener, faire un reportage d'investigation sur la magouille autour, la mafia autour du pétrole, enfin des activités opaques autour du pétrole, entre la multinationale que vous connaissez très bien, Total, et puis le régime congolais. Voilà qui lui a coûté la vie, comprenez? Mais il y a bien d'autres journalistes également. Je te citerai par exemple Gis Fortuné Bemba, qui a passé 18 mois en prison et qui n'est sorti de là que pour cause de maladie, parce que sinon il pourrissait dans la prison, comprenez? Et aujourd'hui, heureusement qu'il est sorti de là, comme j'ai dit, pour cause de maladie. Mais son péché, c'est quoi? C'est d'avoir interviewé Frédéric Binsangou, ce qui est normal pour un journaliste. Parce que il y a ce que nous avons toujours appelé, en fait, c'est la réalité en plus, hein, il y a eu génocide au Poul. Personne ne comprenait ce qui se passait. Ceux qui rapportaient, ceux qui sortaient de Ntoumi, ceux qui rapportaient, ceux qui sortaient du régime en place, personne ne comprenait en fait rien de ce qui se passait. Monsieur a pris son courage, s'est rendu dans le Poul pour aller rencontrer Frédéric Binsangou, pour l'interviewer et comprendre en réalité qu'est-ce qui se passait. Ça lui a coûté une prison où il allait pourrir dans la prison. Nul n'était la maladie, il pourrissait dans la prison. Mais là encore, c'est des cas flagrants que nous connaissons, mais il y a bien eu des organes de presse qui ont été suspendus et qui aujourd'hui n'ont plus jamais repris, tout simplement parce qu'ils ont osé. Ils ont osé dire la vérité, ils ont osé traiter l'information avec objectivité. Malheureusement, c'est cela qui se passe au Congo. Et moi-même qui vous parle, évidemment, tu me posais la question de savoir, mais pourquoi est-ce que j'ai préféré exercer à l'extérieur? Mais bien entendu. Oui. C'est ce que vous en parlez déjà, mais allez-y donc là-dessus. Pourquoi avoir quitté le Congo-Brazzaville? Oui, moi je quitte en fait le Congo-Brazzaville pour des raisons de sécurité d'abord, physique. Parce que j'étais face à des menaces de mort, d'abord contre moi-même, donc pour les raisons de sécurité physique de ma personne, mais aussi de ma famille, j'étais obligé de partir. Mais je ne suis pas parti de bon gré ou volontairement. J'ai été exfiltré parce que la situation était mais vraiment grave, sérieuse. Mais expliquez-nous ça là, expliquez-nous ça concrètement. C'est vraiment ça se matérialise par quoi les menaces dont vous avez été l'objet et certainement votre famille. Comment vous le ressentez dans votre chair? Comment vous le ressentez dans votre esprit, Monsieur Christian Perrin? En fait, on va prendre quelques événements, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui ont concouru, évidemment, que je sois exfiltré. Mais je vais vous raconter quelques événements. On partira donc sur la base des événements du 17, 18 et 20 octobre 2015. Tu sais, c'est la période référendaire où Denis Sassou Nguesso décide de convoquer en fait les Congolais à un référendum pour un coup d'État constitutionnel. Il faut le dire comme ça parce que son objectif c'était de faire sauter les verrous qu'il y avait dans la constitution du 20 janvier 2002. C'est-à-dire ces deux verrous en fait qui l'empêchaient de se représenter au bout de 2 mandats présidentiels, mais aussi qui limitait l'âge, parce que il courait déjà vers 72 ans et la constitution de 2002 l'empêchait déjà de se représenter. Alors, il va forcer. Oui, Georges. Quand vous parlez de la Constitution de 2002, en 1992, il y a eu une Constitution, n'est-ce pas, qui ouvrait, n'est-ce pas, une période démocratique où le président Pascal Lissouba est élu président de la République et qui allait jusqu'en 97 et qu'en 97, il devait avoir des élections présidentielles qui n'ont pas eu lieu parce qu'il y a eu la guerre. Et M. Sassou Nguesso s'était réinstallé au pouvoir et a pris une période de transition flexible qui a duré 5 ans, de 97 à 2002. Et c'est en 2002 que M. Sassou Nguesso a mis en place une nouvelle constitution, il faut le dire aussi, tout le monde l'a dit, taillée sur mesure. Et au cours de cette constitution, la constitution disait un mandat renouvelable une fois, un mandat de 7 ans. Donc, M. Sassou Nguesso avait 14 ans supplémentaires. Après les 14 ans, il ne pouvait plus se présenter. Et on arrive en 2015, la période dont vous faites allusion, n'est-ce pas? Évidemment, donc, arrivé à cette période-là, il va donc mettre en œuvre son projet de violation, il faut le dire comme ça, de la Constitution de 2002, qui malheureusement l'empêchait donc de se représenter. Et
conscient évidemment d'avoir le contrôle de tous les médias. Moi, en ce moment-là, en fait, je suis encore à Télé pour tous. Bon, j'étais revenu parce qu'après j'étais d'abord parti et puis je suis revenu. Avant qu'on arrive là, c'est qu'il y a eu l'événement de Marcel Tsuru, qui fut arrêté. Vous avez suivi d'ailleurs sur les images comment il avait été arrêté militairement, mais vraiment c'était pas. Bon, voilà, c'est en violation des règles, hein, comme on dirait, d'interpellation normale d'un citoyen. Et le jour de cet événement, je vais me retrouver comme par hasard à Brazzaville. Donc, je suis au centre-ville et j'entends les crépitements d'armes un peu partout. Je vois les soldats courir de partout. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais comme j'avais ma caméra, je vais filmer avec tous les risques, hein, bien entendu, puisque ça tirait de partout. Je voyais les gens courir. De toute façon, le reportage, il est, je crois, sur YouTube. Vous le retrouverez. L'arrestation du colonel Marcel Tsuru. J'étais obligé de faire le reportage avec tous les risques. Cela, évidemment, les risques que j'encourais de faire ce reportage parce que je ne savais pas d'où viendrait la balle, les balles qui sifflent de partout. Je voyais comment les hélicoptères étaient en train de survoler, et ainsi de suite. Donc j'ai fait ce reportage sur place et le soir, j'ai décidé de quitter Brazzaville parce que je pensais que l'atmosphère n'était plus bonne au niveau de Brazzaville. Et donc je rentre, mais quand je rentre chez moi, je viens proposer le reportage à ma hiérarchie. Pour dire, évidemment, je me suis retrouvé à Brazzaville. Quand vous parlez de l'événement de monsieur de Tsuru, hein, on a tous vu de l'extérieur, c'était chaud là, hein, des avions, des hélicoptères. Des hélicoptères de combat, chars, tout avait été déployé. Hein. Et vous avez pu vous insérer dans cet environnement-là? Malheureusement, évidemment, c'est cela notre travail, malheureusement, c'est cela notre travail. Et donc, j'ai fait ce reportage. Et quand je rentre chez moi, je propose le reportage à ma hiérarchie. Au départ, nous sommes contents parce que la rédaction, pour nous, c'était comme un scoop. C'était pas évident que les journalistes aillent sur ce terrain. Et moi, j'ai rapporté le reportage. Nous avons discuté de ce reportage à la rédaction, validé, ça peut passer, ok, c'est bon. Nous avons fait le montage et tout ce qu'il fallait faire. Le soir, au moment de diffuser le reportage, ben non. On attend la télévision, il n'y a pas le reportage, donc ça ne figure plus dans le journal. Et moi-même, j'étais surpris parce que c'était un collègue qui avait présenté le journal ce jour-là. C'est pas moi qui étais à la présentation. Et donc à la maison, je découvre qu'il n'y avait rien. Qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, quand j'arrive à la rédaction, on en parle, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et donc je ne vois pas pourquoi. Et puis nous en avons discuté à la rédaction. Pourquoi ça a été retiré? C'est là où j'apprends finalement que c'est le directeur général, mon directeur général, qui venait de le retirer sous instruction de la DST. Question, comment ont-ils su que nous avions ce reportage à diffuser? C'est là où je te disais que même dans les rédactions, il y a près de 90% des journalistes, entre guillemets, mais qui ne sont que des agents, en fait, des renseignements. Moi, je suis rentré avec un reportage. Donc, je rentre, je disais, avec le reportage, il disparaît, il passe plus. On me dit que c'est la DST qui a donné l'ordre, que ça ne passe plus, ainsi de suite. Mais comment la DST a su? Quand je vais poser la question à mon directeur général, au départ, il semble nier. Il dit, il connaît pas ce qui s'est passé. C'est qui le directeur général? Est-ce vous pouvez donner le nom ou pas? C'est monsieur Bouébari qu'on l'appelle. Monsieur Bouébari. Et donc, j'entre dans son bureau, je pose la question de savoir ce qui se passe. Il me regarde juste comme ça, droit dans les yeux, pas de réponse. Après, à mon avis, il me dit, écoute, je vais t'expliquer après. Je sors de là. Le lendemain, quand je reviens pour évidemment comprendre ce qui s'était passé, je viens de trouver une note de sanction. Et donc là, ça veut dire que de l'autre côté là-bas aussi, on avait donné l'ordre qu'il faut carrément, voilà. Et c'était devenu comme une menace, voilà. Vous avez été sanctionné pour le reportage que vous avez réalisé. Sanctionné. En pensant que vous étiez dans votre mais sur la note, t'inquiète, sur la note de sanction, on met indiscipline. Sanctionné pour, comment ils appellent ça, pour des raisons d'indiscipline, l'indiscipline en fonction de quoi? Parce que j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais bref, et donc déjà à ce niveau-là, j'étais fiché au niveau de ces services. C'était une parenthèse. Revenons sur ce qui se passe entre le 17, 18 et le 20 octobre. Le 17, nous sommes à la place de la République, à Pointe-Noire. C'est le rond-point Lumumba qui a été baptisé place de la République. Et voilà. Donc, il y a un meeting qui doit se tenir à 14h. Mais 10h, déjà, la place est noire du monde. Et moi, comme j'étais sur place, c'est vrai que j'avais quelques jeunes que je formais aussi, qui travaillaient avec moi.
Ben, je prends donc les hauteurs pour avoir les vues panoramiques. Et c'est à ce moment que je me rends compte que je commence à entendre des crépitements d'armes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde de l'autre côté, je perçois évidemment les gens qui commencent à courir, ça tire. Je dis, mais je focalise donc ma caméra dessus. Bon, après, je dis, mais tellement que ça tirait maintenant de partout, je dis, mais même moi-même, je suis pas protégé, qu'est-ce que je fais? Je descends. Et donc, quand je descends, j'avance vers là où il y a eu des tirs et autres, j'arrive, les jeunes avaient déjà pris le véhicule qu'avait utilisé, en fait, c'est Zouloubad, hein, pour ceux qui l'ont connu, Ah oui? qui était venu avec ces éléments tirés sur la foule. Donc, ils ont brûlé la voiture de Zouloubad, c'est sûr et certain qu'ils étaient repartis à pied, il y a eu des morts. Alors, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, puisque les corps avaient été amenés à la morgue, et je savais, parce que je sais, qu'au Congo, généralement, quand il y a des événements comme ça, quand il y a des crimes comme ça, on fait disparaître parfois les corps. Ah Alors, ouais. je suis allé très vite au niveau de la morgue pour filmer ces corps et je suis revenu pour prendre le témoignage, bien sûr, de la maman, de celle qui avait aussi perdu ses enfants. Vous verrez ça dans le reportage. Je prends le témoignage et je continue le reportage. Quelque temps après, je vois venir, parce que la foule s'était d'abord repliée suite à ces tirs, le coup de feu. Après, elle est revenue à l'endroit. Et là, je vois venir le général Olesongo, qu'on venait d'ailleurs de nommer commandant de zone à Pointe-Noire, qui arrive en personne avec ses éléments. Vous verrez aussi dans l'image comment ça s'est passé. Le monsieur arrive carrément, en ce temps-là, il y avait Okombi Salissa, Mounari et tous les autres, Zingamabio. Ils arrivent pour mettre un peu de l'ordre. Mais en fait, Olesongo était venu pour demander à la délégation de l'opposition d'arrêter le meeting, d'annuler. Alors que c'était un meeting qui avait été autorisé. Donc, ils ont d'abord envoyé Zouloubat pour venir tirer sur la population. Après, lui-même se déporte sur les lieux pour venir dire arrêtez. Et là, la foule s'est opposée. Il y a eu quelques négociations après, jusqu'au moment où ils vont céder. Mais après, quelques temps après, on a suivi, il y a eu encore donc un autre groupe qui est venu, qui a commencé à tirer un peu partout. Et moi, j'ai repris encore les hauteurs, parce que je me suis dit, il me faut prendre cet élément-là. On ne sait jamais, parce que d'abord, l'ambiance était déjà morose, mais c'était pas une très bonne ambiance. L'atmosphère n'était pas bonne. Alors, j'ai appelé un collègue depuis la France. Mais là, pendant pour que faire vous un faites direct. ça, pendant que vous faites ça, Monsieur Christian Perrin, bon, malgré tout ça, la pression, l'atmosphère est lourde, la pression est là, mais on vous a pas empêché de continuer à exercer votre métier puisque vous continuez votre travail. On ne nous empêche pas, parce qu'il y a empêcher. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. C'est quoi empêcher? Je peux venir vous dire arrêtez de faire votre travail. Tout comme je peux me placer quelque part en train de tirer en votre direction. C'est aussi une manière de vous dire d'arrêter. Vous voyez? Mais ça tirait de partout. Et donc, j'ai repris encore les hauteurs pour essayer un peu de regarder, de filmer pour voir d'où venaient les balles et par où ça tirait, ainsi de suite. Et c'est quand je remonte sur les hauteurs, parce qu'il y avait un bâtiment là à étage, il y a une boutique en bas, un nana qu'on appelle ça, c'est une chinoise. Je monte en bas, je commence à filmer, et c'est là que j'ai un coup de fil. Parce que quand je monte, j'appelle un collègue, je peux le citer, il n'y a pas de souci pour ça. En ce temps-là, c'est Ziana TV, donc j'appelle Sir Bakosso. Je lui fais un message, je dis, ici, la situation, elle est pas assez bonne. Et même moi-même, je ne sais pas si je vais partir d'ici sain et sauf. Mais monsieur À ce moment-là, il me dit... Monsieur Sir Makosso est en France. Il est en France, oui, Voilà. il est en France. Je l'appelle, je dis, il faut un direct parce que, tel que c'est parti, même moi-même, ce n'est pas évident que je sors d'ici vivant. Mais avant que le pire n'arrive, si c'est cela, je préfère d'abord rapporter ce que je suis en train de vivre. Voilà comment il va me donner accès. On va faire un direct. Et pendant que je suis en train de faire ce direct, c'est là, je crois que Brazzaville se rendra compte que l'événement de Pointe-Noire était en direct à l'extérieur et que tout ce qui venait de se passer, c'est-à-dire le massacre qu'on venait de commettre, venait d'être rapporté. Et voilà que j'ai un coup de fil. Mais qui est au bout du fil? C'est le ministre Anatole Koliné Makosso qui va me remonter les bretelles. Mais alors, il va me sermonner au téléphone pour me dire, mais c'est quoi ce que tu es en train de faire? En fait, à la rigueur, il me dit que j'étais en train d'exposer le Congo au niveau international. Monsieur Makosso, il est quoi? Quel est ministre de quoi à l'époque?
C'est l'actuel Premier ministre maintenant. Il est ministre. Non, à l'époque, non, à l'époque, il est encore ministre de la jeunesse. Et un ministre de la jeunesse qui s'occupe des problèmes liés à la presse, aux journalistes, je comprends pas. En tout cas. Que ça soit le ministre de l'Intérieur qui vous interpelle, je peux comprendre, mais monsieur Makosso, ministre de l'enseignement primaire, vous interpellez comme ça, c'est quoi le lien là? Je voulais savoir. En tout cas, il est seul à répondre à cela. Mais bon, c'est lui qui m'appelle et donc il me sert mon téléphone pour me dire mais c'est quoi ce que je suis en train de faire? Pourquoi j'expose le Congo au niveau international? Je dis mais monsieur le ministre, ce que je fais là, c'est cela mon travail. Je ne fais que mon travail. Alors il me fait une injonction, il faut arrêter, et il faut que l'on se voie. Je dis mais pour l'instant je suis en train de travailler, je ne peux pas arrêter parce que d'abord c'est mon travail. Et je n'ai reçu l'ordre de personne, je suis en train de travailler en qualité d'abord de journaliste indépendant. Donc pour le reste, ben non, je veux te voir jeudi, en tout cas ça, on verra bien, mais pour l'instant, je termine d'abord le travail que je suis en train de faire. Et là, je venais de me rendre compte que j'étais finalement cerné. Je dis, si je continue à rester ici, c'est fort probable qu'il m'arrive quelque chose. Et donc je vais descendre, et quand je descends, je continue le reportage quelques minutes après, j'emballe mes trucs, je rentre. Et voilà comment, quelques 3 heures seulement après, c'est encore lui qui me rappelle pour me dire il faut qu'on se voit, je suis à Pointe-Noire. Je dis quelqu'un qui m'appelait de Brazzaville. Oui, donc de Brazzaville, 3 heures seulement après, il a pris l'avion certainement pour arriver à Pointe-Noire. 3 heures seulement séparent ces deux moments où il vous demande depuis Brazzaville et vient à Pointe-Noire pour vous rencontrer. Ça montre que c'était très, très, très grave pour le régime alors. C'est probable. Maintenant, là, je me posais la question, est-ce que quand il disait qu'il était à Brazzaville, il était bien à Brazzaville ou à Pointe-Noire? Mais bref, en tout cas, pour moi, le premier coup de fil, il est à Brazzaville, je suppose, parce qu'il l'avait dit. Deuxième coup de fil, 3 heures après, il est à Pointe-Noire. Il faut qu'on se retrouve. Je lui ai dit, mais non, c'est pas possible parce que d'abord, la ville, elle est devenue ce qu'elle est. Je dois me mettre en sécurité. Quitte à se revoir demain, on le fera. Et voilà comment je rentre chez moi. En fait, je passe pas la nuit chez moi parce que déjà là, je commençais à sentir les menaces. C'est vrai qu'au départ, je prenais ça toujours pour des intimidations, comme d'habitude, parce que j'en ai connu. Mais après, j'ai constaté que c'était devenu sérieux. Et donc le lendemain, nous sommes le 18, la délégation des leaders de l'opposition politique congolaise, notamment, ce temps-là, on pouvait compter Madame Nari, il y avait Guy Brice-Parfait Kolela, Pascal Tatima Biala, Zinga Mabio, qui d'autres encore que j'oublie. Ils étaient quand même nombreux. Mirassa, oui, Clément Mirassa aussi était là, évidemment. Et donc, ils avaient rendez-vous à Dolisie pour aller tenir un meeting à Dolisie, le 18. On prend donc la route, la nationale numéro 1, voilà, on arrive juste au niveau du péage de Mengo, tu vois, la sortie de Pointe-Noire pour le Quilou et puis ensuite. Oui. Donc on arrive à Mengo, juste avant Mengo, je crois, 150 mètres, c'est une patrouille policière, juste devant le péage. Mais on rappelle que l'événement, c'est le refus le changement de la Constitution, C'est bien entendu, bien entendu. L'événement central, c'est ça. Bien entendu. Pourtant, au départ, il faut le signaler, Denis Sassou Nguesso avait bien dit que le débat était libre, que les gens étaient libres d'en parler. Mais curieusement, sur le terrain, on a vu comment les choses se sont passées. Et donc, on arrive à ce niveau, non, c'est Zulu Bad comme un bon cow-boy, comme on a vu dans les films, avec son arme, sélecteur ouvert, il crie depuis là-bas, il dit « Arrêtez-vous ». Eh bien, la délégation s'arrête, donc le cortège s'arrête, les gens descendent pour essayer de se rapprocher, comprendre qu'est-ce qui se passait. Monsieur, il tente d'avancer, dit « On nous a dit, vous ne passez pas ». Mais c'est qui Zouloubad, là? Vous pouvez un peu expliquer quelle place il occupait, ce Zouloubad? On a entendu parler, mais il était quoi dans le dispositif? Est-ce que c'est le chef de la police de Pointe-Noire? Qui est Zouloubad? Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Kisson-Perrin? Je crois qu'il est décédé aujourd'hui, c'est ça? Évidemment. Mais Zouloubad, on n'a jamais compris son vrai rôle. Mais quand les gens que j'ai rencontrés me disaient, c'était l'homme des sales besognes, en fait. Quand on voulait utiliser un policier pour aller commettre quelque part ou faire poser un acte, un crime, généralement c'est lui qui l'utilisait. C'est l'homme à la gâchette facile. De toute façon, il était reconnu comme ça.
au niveau de Pointe-Noire. L'homme à la gâchette facile. Ce monsieur, quand il était derrière toi, si tu avais la chance, il fallait disparaître. Sinon, voilà. Et on a vu aussi ce qu'il a fait. Il pouvait tirer sur des gens à bout portant dans les buvettes et autres. Voilà. En fait, c'est un policier, mais je ne sais pas exactement quelle était sa vraie position dans la police. Mais sinon, les hommes qu'on utilise par le régime pour commettre ce genre de forfait. Et c'est donc ce monsieur-là qu'on envoie au niveau du péage pour arrêter le cortège, qui dit à la délégation reculez, repartez, rebroussez chemin, sinon je tire sur vous et j'ai l'ordre. Il s'agit des responsables politiques, hein. Il s'agit des responsables politiques je parle, évidemment, je parle des responsables politiques. Les images existent. Je parle des responsables politiques. Ils sont descendus. Et quand je parle, ces leaders que j'ai cités là savent de quoi je suis en train de parler. Et donc, à un moment donné, la délégation décide de rebourser chemin. Parce que il n'y avait pas de choix. L'autre alarme, il a des éléments aussi armés. Eux n'avaient rien, on recule. Et quand on décide de rebourser chemin, arrivé au niveau de Vonvon, c'est un carrefour dans Kwiku, qui donne accès à Luanjili, et puis l'autre voie vous mène vers le Grand Marché. Et donc on arrive à ce niveau-là aussi, on vient de trouver une autre patrouille, cette fois-ci, moi je les appelle pas des soldats, en fait, c'est des miliciens du régime. Ils étaient habillés en tenue, en uniforme militaire, vert, comme ça, et avec, je sais pas moi, des foulards jaunes. Vous le verrez dans les images, on vient de trouver une patrouille, des soldats comme ça, ils étaient nombreux. Et là aussi, on dit, vous ne passez pas. Mais dis donc, on ne peut plus aller à Dolisie, on ne peut pas rentrer à Pointe-Noire. On fait quoi? Donc, ils étaient là, pris en étau. Et comme d'habitude, je dis, je cherche là où il y a un peu, s'il y a un bâtiment où je peux monter en hauteur pour bien prendre les images qui se passaient. Je monte sur, je crois, il y avait une pharmacie à côté. Je montais, il y avait une terrasse aussi. Je monte à la terrasse, je me mets à filmer et c'est là où j'entends, dans un premier temps, il y a d'abord les coups de feu. Est-ce que c'était pour intimider la population? Mais bref, après il y a eu quelques tractations, des négociations avec le responsable de la patrouille qui disait, écoutez, nous on nous a demandé de vous arrêter ici. Et on attend les ordres, qu'est-ce que l'on pourra faire après. Quelque temps après, il y a eu d'autres policiers, je crois en civil, qui sont arrivés. Après, un autre qui arrive carrément avec un ordre d'arrestation de tous les leaders, signé par un juge, je retrouverai le nom, donc qui ordonnait l'arrestation de tous les leaders de l'opposition. Donc il faut les ramasser tous pour les amener en prison. Alors à ce moment-là, les gens commençaient, chacun appelait, je ne sais pas comment c'est passé, mais j'ai vu les téléphones à ce moment-là entrer en jeu et quelques minutes qui ont suivi, la place était noire du monde. La population avait pris d'assaut l'endroit et à ce moment-là, elle a commencé à faire face à cette patrouille. Vous le verrez aussi sur les images. La population réagit face, réagit pour protéger, bien entendu, réagit pour protéger. La population réagissait pour protéger les leaders de l'opposition. Ah, d'accord. Pas question de les prendre et voilà. Et ça scandait, ça chantait un peu les chants de liberté, voilà, ainsi de suite. Et tellement que après les choses devenaient incontrôlables, voilà, quelques temps après, on voit venir le directeur départemental de la police de Pointe-Noire et Kwilu, en la personne du colonel Gaëton Obourabassi, qui va s'amener en personne pour essayer de discuter avec les autres et jusqu'à un moment donné où, finalement, après, on apprend que, la mesure a été levée, ils peuvent rentrer chez eux, tranquillement, ils seront plus arrêtés. Donc, la note avait été retirée. Voilà comment, chacun de leaders va rentrer chez lui. Pour ceux qui partaient à Brazzaville, qui repartaient à Brazzaville, notamment parmi eux Guy Brice Parfer-Kolela, ils arrivent à l'aéroport de Pointe-Noire. Et bien là-bas aussi, on les prend encore en otage pour dire vous ne passez pas. Et comme on les avait gardés à l'aéroport là-bas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Brazzaville était au courant. Alors ces militants de Brazzaville avaient pensé envahir l'aéroport de Brazzaville. Ils sont arrivés à l'aéroport de Brazzaville pour dire tant qu'on ne verra pas notre leader ici, nous ne quitterons pas l'aéroport. Voilà comment ils ont été laissés. Après, ils sont rentrés chez eux. Mais il y a eu des coups de tir, là aussi, évidemment, dans la foule. Si je cherche un peu à m'éclipser, parce que c'est sûr et certain que, si on me voyait, j'étais pas le bienvenu dans ce milieu-là. Mais avant de partir, évidemment, il fallait que je fasse un compte rendu, que j'en parle avec
des organisations internationales de défense des droits de bien l'homme, sûr, oui. puisque j'avais des adresses. J'ai appelé RSF, j'ai aussi appelé l'ambassade des États-Unis qui me posait des questions. Comment ça se passe? Je dis voici comment ça s'est passé. Je leur ai expliqué, mais le milieu il n'est pas vraiment sain, donc il peut m'arriver aussi quelque chose. Juste pour vous informer au cas où. Voilà. Ils disent ok, ben d'accord. Tenez-nous quand même informés de la suite. S'il y a, il y a. Voilà. Et voilà comment je vais quitter les lieux. Et je rentre chez moi. Juste le 19, un petit repos. Le 20, l'opposition appelle à la désobéissance civile. Ben, comme d'habitude, je prends mon sac, ma caméra et autres, et même madame me disait, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est toi qui vas délivrer le Congo? Je dis, mais je ne fais que mon travail. Malheureusement, je sais que bon, quand c'est comme ça, il y a une panique, il y a la peur qui gagne un peu la famille. Ben, je prends mon sac et puis bon, voilà. Monsieur Christian Perrin, l'opposition appelle à la désobéissance civile. Civile, c'est toujours le 20. Consécutivement à la problématique du changement de la Constitution. Pour contester. Ça n'est Tout pas à fait. encore la désobéissance civile appelée après l'élection de mars. Tout ça, c'est pour contester évidemment ce projet de changement de constitution qui s'avérait dans tous les cas un coup d'État constitutionnel, mais vraiment un coup d'État constitutionnel. Et donc voilà, le 20, puisque on venait de leur empêcher, sinon presque empêcher le meeting du 17, on est venu tirer. Et au meeting du 17, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand le général Olesongo arrive avec ses éléments, vient menacer les leaders de l'opposition, parmi lesquels Okombi Salissa, je vous ai cité, il y avait encore Guy Brice Parfait Kolela, tout ce monde, ainsi de suite. Le gars vient, il dit, et j'ai suivi leur discussion avec Okombi Salissa, là où le général disait, en tout cas, je suis venu vous demander d'arrêter votre meeting. Et si vous insistez, vous verrez ce qui va arriver, mais j'ai mon sélecteur ouvert. Quand un soldat a dit là, le sélecteur ouvert, les soldats ont compris, et ceux qui sont du métier, ceux qui comprennent le langage militaire savent de quoi il s'agit. Et je crois que c'est Okombi qui lui dirait, ben allez-y, puisque c'est le mobile de votre présence ici, allez-y. Et il y a eu quelques discussions, bon bref. Et donc le 20, c'est le jour, le grand jour, désobéissance civile. Alors je sors de chez moi avec mon sac, tout le matériel, je me dirige d'abord vers le grand marché, le quartier chic. Après, là, je commence à sentir que la ville était pratiquement morte. Pas trop de déplacements, pas trop de mouvements. Mais ma surprise était de constater qu'il y avait des gros bayous, des militaires, des soldats, que moi j'appelle des miliciens, mais vraiment garnis, soldats armés jusqu'aux dents. Je vois des chars passer, je vois des blindés passer. Après, à un moment donné, je vois c'est l'hélicoptère de combat qui commence à survoler. Je dis donc, c'est pourquoi cet arsenal? Mais si c'est vraiment pour empêcher la désobéissance civile des gens non armés, donc la population civile qui dit qu'elle va marcher pour empêcher, ou bien elle va rester chez elle, pour empêcher le projet de constitution, de violation de la constitution, on sort tout l'arsenal militaire. Mais là, la curiosité, est-ce qu'on est toujours à Pointe-Noire? Nous sommes à Pointe-Noire parce qu'en fait, c'est le bastion que Denis Sassou Nguesso ne contrôle pas. Ah. C'est ça le vrai problème. Et à Brazzaville, c'est calme? Est-ce qu'à Brazzaville... À Brazzaville, c'est calme. J'ai des correspondants à Brazzaville qui me disent c'est calme, très calme. Et donc, c'est Pointe-Noire, la citadelle imprégnable, comme on le disait. Je dis, mais est-ce que cet arsenal, c'est pour réprimander ceux qui vont marcher? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des civils, c'est des jeunes qui ne sont pas armés, qui n'ont que des petits cartons où on a écrit non au changement de la Constitution, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout l'arsenal était sorti. Je dis, alors, ça semble très mal s'annoncer. Ben, qu'est-ce que je fais? J'avance quand même. Et quand j'arrive, notamment au niveau le rond-point qu'on appelle le marché Tiétié, le fond Tiétié, il y a un rond-point là, un grand rond-point là. Juste à côté, il y avait aussi une maison, un bâtiment en construction. Je dis, bah, pour les raisons de sécurité, je monte, je me perche un peu quelque part, et puis voir un peu l'atmosphère, comment ça va. Dès que je suis arrivé, c'était le 3e étage, ou 4e étage, comme ça, en construction inachevée, et j'entends déjà le crépitement des armes. Crépitement des armes, je vois l'hélico en train de survoler, j'entends des canons, je dis, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Et quelques temps après, je vois des jeunes qui tombent devant moi. Je descends, je filme. Et ceux qui tiraient étaient dans des véhicules non immatriculés, malheureusement. Des véhicules, comment on appelle ça, des blindés et autres, mais non immatriculés. Et la curiosité, c'est que c'est des visages un peu, mais étranges.
pas commun aux Congolais. Usage bizarre. Ben, voilà ce qui s'est passé. Et on a commencé à tirer. Bon, j'ai pris quelques images des gens qui tombaient, que moi je pouvais filmer, parce que d'autres, ce sont des amis qui étaient un peu à l'intérieur d'un paca qui m'ont ramené ça, qui était dans mon équipe, bien sûr. Et quand un autre est tombé, un quatrième est tombé devant moi, je me suis dit, il faut que je quitte les lieux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, encore là, il saignait encore, hein. La personne saignait encore, beaucoup d'ailleurs, parce qu'il venait de recevoir une balle au niveau de la poitrine. Et donc, quand on le prend, je dis, bon, là, j'ai fait ce qu'on appelle l'assistance, hein, la personne en danger. Je dis, on arrête un véhicule quelque part, on est allé prendre un taximan, on montre, et puis, on file vers l'hôpital, Luanjili, le seul hôpital qui pouvait recevoir les gens. Et on arrive là-bas. Qu'est-ce qu'on trouve? On arrive à l'hôpital de Luanjili, on nous dit, vous m'entendez bien, qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas prendre soin des gens qui tomberont par balle. Non, Monsieur Christian Perrin, l'hôpital reçoit l'ordre de ne pas soigner, les blessés qui tombent sous les balles de la police. De ne pas les recevoir. Donc vous comprenez que ça a été prémédité. L'ordre avait été donné de tuer. Et c'est là que je venais de comprendre que finalement, je ne sais pas, est-ce que c'est un réflexe? Je venais de me rendre compte que moi-même, j'étais finalement en danger. Et vous n'avez pas encore pris conscience de cela? Non, mais jusque-là, je ne sais pas c'est quoi cet effet, mais je me disais que j'étais dans mon travail, je pouvais, comme, ainsi de suite. Mais quand je suis arrivé là-bas, et j'ai entendu ça, ça a déclenché en moi quelque chose, je dis, ça veut dire que même là, moi, on peut tirer sur moi et puis on va balancer mon corps quelque part. Non, je dis écoutez, voilà là où j'ai arrêté le reportage et puis je suis rentré. Et quand je rentre, je commence à traiter le reportage, mais il manquait quelque chose. Je me dis, on peut traiter ces éléments-là ou ces corps-là comme étant des gens qu'on a tués quelque part, des bandits comme d'habitude, hein, on les a toujours présentés. Je dis non, il faut faire un travail propre, incontestable. Voilà comment je serai en contact avec un député. Et donc, c'est ce député qui va nous aider à réquisitionner un médecin légiste qui va faire le travail, établir les réquisitions à médecin, les dépôts de corps des gens qui ont été assassinés. Et j'ai pris tous ces éléments-là, que j'ai même fait des images fixes. Donc, j'ai gardé tous ces éléments parce que c'était pour moi des preuves où on ne pouvait pas venir me dire après pour dire non, tu as fait un reportage comme diffamation, comme ils aiment bien le terme diffamation. Parce que si vous venez me dire diffamation, j'ai tous les éléments qu'il faut à vous présenter. Donc j'ai pris tous ces éléments et j'ai fait mon reportage, je l'ai balancé. Mais je l'ai balancé sur YouTube parce que ça ne pouvait pas passer dans les chaînes de télévision de la place, c'était pas possible. Personne ne pouvait accepter ça. Et donc j'ai balancé et quelques temps après, je sais pas ce qui s'est passé, c'est toujours le même Collinet qui m'appelle. On doit se retrouver. Je dis mais, dis donc, et c'est quoi cet acharnement? On dit ok, je fais quoi? Non, on se retrouve à l'hôtel Le Gilbert qu'on appelle ça. C'est la propriété de madame, elle est plus de ce monde, hein, paix à son âme, madame Potignon. Et donc, je dis, d'accord, à quelle heure on se fixe l'heure? Ok, je prends donc, non, j'avais ma voiture parce que c'est ma voiture que j'avais utilisée. J'arrive. Mais vous y allez seul, monsieur Christian Perrin? Je me disais que c'est le ministre qui m'appelait, donc je n'avais pas, en fait, le moindre doute de lui. C'est un ministre de la République. Donc, je n'avais pas le moindre doute. Je me dis, mais j'ai informé, madame, que je sortais sous le coup de fil de voilà. Donc, s'il y a quelque chose, vu l'atmosphère, hein, s'il arrivait quelque chose, voilà. En fait, on vivait maintenant, c'est un instinct de survie, c'est-à-dire, à ce moment-là, on se disait, on est mort, mais on respire encore. Voilà. Hein. Loin de penser, mais est-ce que lorsque je vais, mais de toute façon, je suis à Pointe-Noire, je suis quadrillé. Je veux fuir par où? Et donc, je vais. Alors, vous allez le rencontrer, vous dites quoi? Donc, j'arrive à la réception. Écoute ce qui va se passer. J'arrive, j'entre. La réception me dit, prenez place. Je rencontre donc sa petite délégation qui, je sais pas comment on appelle ça, des hommes qui l'accompagnent, ces hommes de main, hein, qui l'accompagnent, chauffeurs, garde du corps et autres. C'était assis quelque part. Ils me disent, prends place. Je suis allé prendre place quelque part. Non, le ministre est
Il est dans sa chambre et il va descendre d'un moment à l'autre. Il a demandé que tu l'attendes. J'ai commencé à attendre plus de 2 heures, 30 minutes. Je dis, mais c'est trop. Une attente qui ne finit pas. Et curieusement, dans cette réception de l'hôtel, je viens de trouver des visages, mais bizarres. Bizarre pourquoi? Parce que c'était comme un QG du PCT ou du régime. Parce que j'ai retrouvé là le patron des renseignements, le Quilou Pointe-Noire, Théophile Elobakima, il y avait le directeur départemental de la police, il y avait d'autres membres du PCT que je connais bien, les tenors du PCT de Pointe-Noire qui étaient là, et puis quelques autres têtes que je connaissais, des gens qui travaillent dans les renseignements à Pointe-Noire. Et quand j'ai essayé de balayer la vue, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que eux dans cette réception-là. Je dis, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Et quand j'ai pris place, je me suis rendu compte que tout le monde semblait me regarder, mais comme tu sais, on peut pas fixer comme ça, on regarde du coin quand tu veux regarder, il tournait, ainsi de suite. Je dis, mais le milieu apparemment n'est pas... Mais bref, je suis venu parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je suis resté là, j'attendais. 3 heures de temps après, le gars ne descend toujours pas. Et je vois venir, en ce temps-là, le nom m'échappe, c'est le commissaire central. Je vais retrouver le nom. Le commissaire central de la police de Pointe-Noire, qui s'emmène avec ses éléments armés, avec des Kalachnikov. Ils entrent dans la salle, ils tournent, ils commencent à regarder, à épier partout. À un moment donné, le commissaire central ressort, va se mettre debout dans la voie, hein, là où ils avaient garé leur véhicule. C'était un 4x4, tout blanc, non immatriculé, et les 3 autres hommes qui l'accompagnaient continuent à regarder de partout. Après, à un moment donné, je les vois s'approcher vers moi, donc ils viennent se tenir à moi, devant moi, l'un à gauche, droite, l'autre devant, en train de faire semblant de regarder ailleurs. Je dis, mais... Et moi, j'ai fait comme si je ne les regardais pas. À un moment donné, je lève les yeux pour bien les regarder, et l'autre me fixe. Quelque temps après, je vois arriver à mes côtés un monsieur d'une quarantaine d'âge, qui arrive, qui prend place juste à mes côtés, qui s'assoit à côté, commence à faire du bruit. Il parlait de tout et de rien, je comprenais rien. Bon, moi, j'étais un peu perdu là parce que déjà l'atmosphère que j'avais trouvée dans ce milieu-là n'était pas de nature à me garder dans mon calme. Et donc, j'ai commencé un peu à réfléchir. Je dis, mais c'est un traquenard, c'est un piège, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout ça, ça trottait dans ma tête. Et lui se mettait à beaucoup vociférer. Oui, grand. À un moment donné, il regarde, il fixe le sol, il parle en Kikongo pour me dire, grand, ça là, en fait, il dit en Kikongo, ça voulait dire, fais comme si tu parlais avec moi, suis mes gestes. Après, il relève la tête, et quand il relève la tête, là, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais je vais parler avec lui de quoi et de qui est-il exactement, je comprends. Après, à un moment donné, il a commencé à faire du bruit. Grand, j'aime bien tes émissions, j'aime bien te suivre à la télé, quand tu fais ton journal. Vraiment du bruit. Ben, moi, je le suivais là. Après, à un moment donné, je lui dis, est-ce que je peux pas entrer dans la danse? Je commence à lui poser quelques questions. Et les 3 qui étaient là, les 3 soldats, vont se retirer. Alors, ils repartent finalement vers leur patron qui les attendait dehors. Voilà comment ils prennent leur véhicule. Ils sont partis. Et dès qu'il a vu les gars partir, après, il me dit, reste d'abord tranquille, ne bouge pas d'abord. Je reviens. Il sort de l'autre côté. Et M. Makosso, toujours pas de M. Makosso. Toujours, M. Makosso n'est jamais descendu de sa chambre. Alors que c'est lui qui m'avait fait venir. Et donc, le garçon se lève, il va d'abord dans la voie pour constater, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était en train de regarder, il revient. Et quand il revient, c'est là où il vient me dire, mais écoute, tu vas suivre mes mouvements. Je vais faire semblant d'aller aux toilettes. Mais toi, tu ne me suis pas aussitôt. Tu attends quelques secondes. Après, toi aussi, tu feras comme si tu partais aux toilettes. OK? Je vais prendre la direction, donc en face de toi. Il veut se lever, il s'assoit encore. Après, il va chercher de la bière, deux petites bouteilles comme ça. Bon, ouais, pour les raisons de publicité, pas besoin de les citer. Donc, il ouvre, il commence à boire. Après, il me dit, mais toi, tu bois pas? Je dis, de toute façon, ce n'est pas un secret pour les Congolais. On sait comment les empoisonnements se passent et autres. Donc, du coup, je ne pouvais pas me permettre de prendre un tel truc, même si ce n'était pas le cas. Mais dans ce milieu, je lui ai dit, non, je prends pas la bière. De toute façon, je ne prends pas aussi de la bière. Voilà.
donc tu peux consommer. Ah d'accord, bon, laisse-moi prendre. Et puis il a pris, dès qu'il a fini la première bouteille, après il commence à entamer la deuxième, il dit, bon grand, je vais me lever, fais comme je t'ai dit tout à l'heure. Il s'est levé, il est parti. J'ai attendu quelques 30 secondes par là, 40 secondes. Et moi aussi, je me lève, je le suis. Et quand je le suis, dès que je sors de l'autre côté, pas du côté de l'entrée principale hein, de l'hôtel, c'est de la réception, mais il y avait un côté opposé. Donc je le suis et je me trouve derrière. On sort donc du bâtiment. Ben, je cherche où étaient les toilettes. Il n'y avait pas de toilettes. Et c'est lui qui était devant moi, dans un couloir. Il y avait des fleurs, un couloir comme ça. Devant, il me fait signe. Je suis là. Et je me suis rapproché de lui. C'est là où il me dit, tu suis le couloir jusqu'à la fin. Tu verras une petite porte bleue. Oh, je l'ai déjà ouverte. Tu sors, tu prends le taxi, tu disparais de ce milieu. Il dit, mais... Alors là, il m'envoie là, bon, je n'ai jamais été. Est-ce que c'est pas pour aller tomber dans le piège? Mais parce que là, je commençais à réaliser avec quelque chose qui ne marchait pas. Il dit, grand, vas-y, et puis le reste après. Je dis, mais qui es-tu? Je dis, pas besoin de savoir. Va, fais ce que je t'ai demandé et à l'aise t'emmène. Là, j'ai marché très vite. J'arrive, évidemment, je vois la petite, le petit portail bleu. Je pousse, c'est ouvert. Je sors. Évidemment, il y a un taxi qui vient carrément s'arrêter. Il dit, grand, tu es en train de partir, je peux. Il dit, comment ça? Aussitôt sorti, il y a un taxi. Et dans ce milieu, les taxis ne viennent pas tout le temps comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Après, il me dit, il y a mon grand qui m'a appelé, qui m'a demandé de te sortir vite de ce milieu. Mon grand qui? Il dit, grand, entre seulement. Georges, mais tu vois un peu la situation. À ce moment-là, je dis, bon, ok, advienne que pourra, j'entre. Et après, je lui pose la question. Mais il t'a dit de m'amener où? Il m'a dit de t'amener chez toi. Je dis, bon, d'accord, je ne vais pas chez moi. Tu vas me laisser au grand marché. Et donc, j'arrive au grand marché. Je descends. Il dit, mais grand, tu n'es pas en sécurité. C'est pourquoi je dis, je sais ce que je fais. Vous avez déjà fait votre travail, mais en tout cas, merci beaucoup, mais je sais ce que je fais. Et donc, je descends. Il me laisse, il dit, ah, mais grand, sois prudent, parce que moi, j'avais en fait la mission de te conduire chez toi en sécurité. Mais bon, comme tu as décidé, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Bon, pourquoi j'avais fait ça? Pour tous ceux qui sont dans le cadre de mon métier, ils savent, hein, il y a des tactiques comme ça, pour les raisons de sécurité, pour essayer un peu de brouiller les pistes et autres, ensuite, parce qu'on ne sait jamais, est-ce que celui qui est en train de me conduire était une très bonne personne ou pas bonne personne, mais il y a toujours des pratiques, des petits gestes qu'il faut faire de protection et voilà. Et donc je sors à ce niveau-là, je traverse tout le marché, il est grand quand même, hein, j'entre dans le marché, je faufile et puis bon, je prends un autre taxi de l'autre côté, je vais de l'autre côté, ainsi de suite, je tourne. Donc je prends au moins quelque chose de 3, 4, 5 taxis comme ça, en train de tourner la ville, et le dernier que je prendrai, c'est pour rentrer chez moi. C'est quand je rentre, je prends le dernier taxi pour rentrer chez moi que j'ai le coup de fil de monsieur le ministre pour me dire, mais tu es parti? Oh, mais dis donc! Il dit, oui, j'étais là, mais malheureusement. J'ai trop attendu, sans lui dire tout ce qui s'est passé après, parce que de toute façon, je ne sais pas exactement ce qui se passait. Mais il faut dire que la personne, donc il était de bonne foi, la personne qui t'a demandé de prendre. Évidemment, elle était de bonne foi, parce qu'après il m'a rappelé. J'ai eu peur, évidemment, qu'il soit dans le coup et qu'il t'entraîne vers le traquenard. Oui, mais parce qu'après il m'a rappelé, il m'a rappelé pour me dire, avec un numéro inconnu, c'est pas affiché. Il me dit, c'est un tel, oui. Je dis, tu te rappelles de moi, c'est moi qui parlais avec toi dans la réception. Tu es arrivé chez toi en sécurité, je dis, en tout cas, je suis en sécurité. En fait, j'étais pas à la maison. J'avais changé de destination, j'étais pas à la maison, mais je lui ai dit que j'étais à la maison. Il dit, ah, ok, d'accord, mais sois très prudent, ne sors plus de chez toi. Je ne te dis rien. Tu es assez grand pour comprendre les choses, sois très prudent, ainsi de suite. Et donc, quand l'autre me rappelle, je lui dis carrément, ben non, je suis à la maison, j'ai attendu, vous n'êtes pas descendu, donc voilà. Sans lui expliquer tout ce qui se passait. Et voilà comment je commence à passer nuit à l'extérieur parce que je me sentais déjà là, en danger. Le lendemain matin, je reçois une convocation de la justice. Déjà de la justice, qui me demande la justice. Voilà. Qui me demande carrément de me présenter chez le juge pour affaire me concernant. Mais quelle affaire? Et nous sommes là un vendredi. Bon, moi, je connais ce qui se passe généralement dans leur manière de faire. J'appelle donc, j'informe le RSF, Reporters sans frontières, pour dire, j'ai reçu une convocation. Après tout ce que je vous ai expliqué, qu'est-ce que je fais? Parce que je n'ai pas l'intention de me présenter, je sais ce qui va se passer après. Ils vont me prendre, dans tous les cas. Alors, RSF me dit, si tu ne te présentes pas, c'est déjà un délit. C'est pas bon. Il faut que tu te présentes. De toute façon, nous sommes informés de ce qui se passe. S'il y a quelque chose, on ne dit pas qu'on sera là mais on saura comment gérer ça. Il faut que tu te présentes.
Et donc voilà comment je vais me présenter. Le rendez-vous était à 8 heures, j'arrive au tribunal, je me présente, je suis arrivé à 7 heures, hein, très tôt d'ailleurs. Et ben je me mets à attendre 9h, 10h, 11h, j'étais là dans la salle d'attente, toujours pas. Je vais voir la secrétaire pour dire mais je suis là très longtemps, que se passe-t-il? La secrétaire me dit ben attends, je vais vérifier, elle va voir son patron, ben, enfin le juge qui lui dit non, il doit attendre, je dois le recevoir, il doit m'attendre, quel que soit le temps. La secrétaire vient rapporter, je dis, je suis encore d'attendre. On est à 12 heures, on arrive à 13 heures, 14 heures, je relance encore la secrétaire qui repart encore voir son juge. Oui, je vais venir finir là, je suis presque au dernier dossier là, je vais finir. C'est le dernier que je reçois et puis je vais le recevoir. Nous sommes à 14 heures. La secrétaire vient me rapporter. Alors là, je dis, bon, ici, il y a malin et demi. Je connais comment ça se passe parce que nous sommes un vendredi. En fait, la chose, c'était quoi? Me garder jusqu'à 14h30, l'heure où les bureaux ferment au niveau du parquet. Voilà, un vendredi, l'heure où les bureaux ferment. Et quand il va me recevoir à 14h30, il va me dire, bah écoutez, le temps est passé, c'est l'heure de fermer, je dois rentrer. Alors qu'est-ce que je fais? Mais bon, comme on n'a pas encore bien parlé, voilà, il y a un problème. Bon, tu es, je ne sais pas quoi, et puis voilà, je te garde d'abord. Et puis, on va peut-être continuer lundi. Voilà, le jeu, c'est ça en fait. Et moi, je savais tout ça. Pour avoir déjà été cloué dans leur mur, pour les mêmes motifs. Et donc, je lui dis, je dis à la secrétaire plutôt, bah ok, merci. D'accord, j'attends qu'il me reçoive. Parce que de toute façon, je suis venu ici pour ça. Elle est allée s'asseoir. J'ai attendu quelques 2 minutes. Je suis allé revoir la secrétaire, cette fois-là pour lui dire, depuis le matin que je suis ici, j'ai envie d'aller aux toilettes. Où sont les toilettes? Elle aussi, sans suspecter quoi que ce soit, elle va m'indiquer donc là où étaient les toilettes, tu sors, tu fais ci, ça, c'est devant là-bas, ainsi de suite. En fait, je connaissais là où étaient les toilettes. Parce que c'est une sortie aussi. Je dis, ok, d'accord. Donc je prends, j'avais une chemise cartonnée, que je lui laisse, hein, question de ne pas susciter quoi que ce soit en elle. Et j'arrive avec mon stylo que j'avais, je sors, je suis aux toilettes, j'arrive. Peut-être qu'il va m'appeler, dis-lui que je suis aux toilettes. Et donc, quand je sors, je vais au niveau, je passe par les toilettes, je fais semblant d'entrer dans les toilettes, je ferme, j'essaie encore de guetter s'il y a personne, après je ressors, je faufile derrière, je prends l'autre portail du derrière du parquet, je suis parti. C'est quand j'arrive à la maison. Si je comprends très bien, si vous n'aviez pas fait cela, vous serez détenu là-bas. Détenu, et ça serait pour la vie, évidemment, ça serait pour la vie, pour pourrir dans la prison, simplement. Je connais comment ça se passe avec ces choses. Et donc, je rentre chez moi. Oui, allez-y. Mais c'est dès lors que je prends un taxi et en cours de route, voilà, coup de fil. Monsieur Perrin, oui, c'est le juge. Oui, mais tu es là où? Je dis en tout cas, monsieur le juge, je suis parti. Parti. Alors, il s'est mis dans tous ses états. Ben non, moi, je dis non, mais il est l'heure. De toute façon, il est... Et là, on était déjà presque à 15 heures. Hein. À 15 heures, de toute façon, je suis arrivé chez vous depuis 7 heures. Il est 15 heures. J'ai aussi faim. Il faut que j'aille manger. Maintenant, si réellement vous tenez à me voir, je ne sais pour quelle raison, puisque vous avez dit affaire me concernant, demain, je reviendrai. Il me dit, mais demain, c'est samedi. Je dis, si c'est samedi, dimanche. Lundi, c'est pas loin. Je reviens lundi. Ben non, maintenant, je dis non. Donc, voilà un peu comment j'échappe un peu à ces mailles de filet. Je me retrouve à la maison. Oui, mais j'ai tendance quand même à vous poser cette question, Monsieur Question-Perrin. Mais il y a ce qu'on appelle le Conseil supérieur, je crois, de la liberté de la communication. J'ai comme l'impression à vous entendre qu'il y a un secteur qui évolue et il y a des instances de régulation qui devaient protéger aussi bien les institutions de la République qui se rapportent, n'est-ce pas, à ce champ-là, donc la presse, le journaliste et tout cela, et aussi la protection des journalistes. Est-ce que quand vous vivez ça, est-ce que vous n'avez pas eu à un moment ou à un autre l'idée de présenter votre infortune aux responsables de ces instances-là qui, normalement, à moins que je me trompe, doivent vous protéger, puisque M. Sassou a dit que tout se fait dans la liberté et ainsi de suite. Il y a des postulats qui sont là, qui ne se démontent pas. Je ne sais pas si vous saisissez le sens de la question. Je saisis évidemment votre question, mais je vais commencer par le dernier élément que vous avez rappelé là,
Sassou Mhm. qui dit en toute liberté. Non, Oui. mais je vais te dire, s'il y a quelqu'un à qui on ne peut plus croire dans ce monde, c'est bien Sassou Nguesso. C'est le même qui avait dit qu'on ne pouvait pas emprisonner les journalistes au Congo. Il avait déclaré officiellement devant les médias, devant la presse internationale. Mais force est de constater qu'on arrête les journalistes au Congo. Ils sont même en prison. C'est un monsieur à qui on ne peut pas croire. Mais bref, l'organe dont tu fais état, le Conseil supérieur de la liberté de communication, évidemment, ça existe, le CLS. Ça existe. Mais déjà, rien que la configuration, ça laisse à penser. Le président de ce conseil est nommé par le conseil, ou disons au cours du conseil de ministres, donc par le gouvernement. Or, je vous ai dit d'entrée de jeu que la presse est un contre-pouvoir. C'est le contrepoids d'un pouvoir politique dans un pays. Quand le président de cette institution est nommé en conseil de ministres, allez-y comprendre. Donc, il doit rendre compte au gouvernement. Or, normalement, un journaliste n'a rien à voir avec un gouvernement. Il n'a pas de compte à rendre à un gouvernement. En réalité, ce monsieur, en fait, le président du conseil serait normalement élu par des journalistes. Et donc, c'est en fait un organe qui a été placé là juste, au lieu de protéger les journalistes, mais évidemment, malheureusement, c'est cet organe qui marche sur les droits des journalistes. C'est cet organe qu'on utilise pour empêcher les journalistes de bien faire leur travail. Je ne sais pas, dernièrement, il y a eu un audio, un fichier audio qui a circulé sur la toile, où on entendait Philippe Mvo, puisque c'est lui actuellement le président du Conseil, en train de remonter les bretelles aux journalistes d'une radio, je ne sais pas si c'était la radio Louvakou, un truc du genre, à qu'il disait, ben maintenant on va vers les élections, votre chaîne radio, on risquera de la fermer parce que vous prenez trop de liberté. En fait, pour Philippe Mvo, c'était de menacer déjà cet organe de presse réputé de libre expression. Mais pourtant, le même Philippe Mvo a été incapable de rappeler à l'ordre le PCT qui est en train de, mais vraiment, de violer les règles notamment dans le cas, par exemple, des campagnes électorales. Le PCT avait commencé à battre campagne électorale bien avant même la date. On a vu comment le PCT s'est accaparé des médias. On a vu ce que le PCT a fait. On a vu ce que le candidat Denis Sassou Nguesso a eu à faire. Violation sur violation des règles et lois de la République. Philippe Mvo n'a rien dit, alors que c'est sa mission à lui. C'est ce même Philippe Mvo qui, aujourd'hui, a suspendu un nombre des organes de presse, Ouais, pour avoir osé dire certaines choses. Donc malheureusement, quand on a en face un tel organe, des tels hommes, je dirais, qui font l'inverse de ce pourquoi ils ont été nommés, ben on n'a même pas le temps de réfléchir une fois ou deux fois pour dire je vais me confier à un tel. Pour quelle raison? C'est aller se mettre dans la gueule du loup. Donc c'est pour ces raisons. Oui. Mais quand vous dites ça, M. Christian Perrin, je suis tenté de vous demander, mais finalement, sur une échelle de 1 à 10, par exemple, à quel niveau situez-vous la liberté de presse au Congo-Brazzaville? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas du tout? Elle n'existe pas du tout au Congo. Elle n'existe pas. Je vous ai dit au départ, la liberté de presse au Congo, c'est quand vous chantez la gloire de M. l'Empereur. Là, ça passe. Mais dès lors que vous fourrez votre nez dans les affaires sensibles, dans l'investigation, là, vous croisez le fer. Le fer, donc, je voulais dire, ce régime qui ne vous laissera pas. Et si vous avez la chance, bien sûr, de survivre, ou vous êtes en prison, ou on vous pousse à l'extérieur. Moi, j'ai été exfiltré, comme j'étais en train de t'expliquer, je n'étais peut-être pas arrivé à ce niveau-là. Avec tout ce qui s'est passé, je me suis finalement confié à RSF, à Agir ensemble pour les droits de l'homme et d'autres organisations, au CDH également, s'étaient impliqués pour qu'on m'exfiltre du Congo. À un moment donné, j'ai reçu un émissaire envoyé par l'Union européenne. Le nom m'échappe, je vais le retrouver. Un nom qui sonne un peu espagnol comme ça. Qui est venu me voir, mais dans un milieu vraiment un peu retiré, un milieu caché. C'est lui qui me dira, maintenant là, tel que les choses sont parties, toi tu dois partir d'ici. Oui, il me dit, tu dois partir, on doit te sortir d'ici. Ça ne sera pas de ton intérêt de rester, surtout jusqu'à l'élection présidentielle. Donc, une fois qu'il m'a dit ça, c'est quand même un émissaire, pas n'importe lequel. Absolument. C'est quelqu'un qui travaille avec des organisations internationales, représentant de l'Union européenne. Je dis, ok, maintenant je fais quoi? Il dit, on va organiser ça, et voilà comment ils ont organisé ça jusqu'à me sortir de là.
Et comment vous êtes sorti, monsieur Christian Perrin? C'est une histoire très complexe. Je préfère ne pas en parler à la télé parce que Ok, ce sont des mécanismes qui, ok. finalement, pouvant servir à d'autres qui sont sur place, qui Mhm. pourraient être exfiltrés. Et si je les explique, peut-être que, bon, ces gens-là Ouais, ouais. risqueront d'ouvrir les yeux à ces Bon, niveaux-là. C'est pas beau. alors, on va s'acheminer tranquillement vers la fin de notre émission. Monsieur Christian Perrin, merci vraiment du temps que vous nous accordez. Bon, là, cette question, quelle solution finalement, quand vous regardez un peu toute cette architecture de la vie de la presse au Congo-Brazzaville, euh, quelle solution pensez-vous qu'on peut préconiser pour protéger la liberté de la presse au Congo-Brazzaville? La presse en elle-même, la liberté d'expression ou la liberté de presse, c'est même le thermomètre du niveau de démocratie dans un pays. Plus la presse est libre, on pourra noter qu'évidemment ce pays est sur les principes démocratiques. Mais le Congo n'est pas un pays démocratique, c'est la dictature. De facto, il ne peut pas exister une liberté parce que la presse gêne évidemment tout ce qui se fait dans l'opacité. La presse est là pour révéler un certain nombre de choses. Mais souvent mal compris parce que ce que fait la presse en fait c'est quoi? C'est pour aider les gouvernants, pour leur dire attention ici, regardez il y a ça, ici se passe cela, ici se passe ceci. Donc en réalité, le pouvoir politique devrait s'en servir pour corriger son tir. C'est ça. Malheureusement, ben on est toujours très mal compris, tu vois. Mais que faire pour changer les choses? Mais pour changer les choses, il faut bien que les journalistes eux-mêmes s'organisent. S'organisent, par exemple, en association, en organisation, pour défendre, mais se vêtir vraiment du courage, pour défendre leur métier, leur profession. Il n'y a que ça qui est possible. La liberté, ça s'arrache, ça se donne pas, ça se donne pas, ça s'arrache. C'est en faisant de sorte que il y a un souci par ici, on dénonce ceci par là, on arrête un tel, on dénonce ainsi de suite. Oui, ils vont continuer à arrêter. Bon, le malheur, c'est que parfois on arrive à tuer, comprenez. Donc, je ne demanderai pas non plus à mes confrères de se suicider, c'est-à-dire d'avoir une attitude suicidaire, de faire ce qui est possible, mais en s'organisant ensemble avec les autres. Parce qu'il y a ça. Quand il y a danger ici, on peut signaler à un tel et autre. Tu sais, moi, pendant que ces choses-là m'arrivent, quand je suis menacé, je t'ai dit qu'au départ, je prenais ça pour des intimidations. Mais quand ça s'est corsé, quand j'ai constaté que là, ma vie était en danger, il faut bien que je trouve un moyen ou une solution. Mais ce qui se passe à quoi? C'est que j'ai la confirmation. À quel niveau? Le préfet de Pointe-Noire, monsieur Alexandre Honoré Paca, va organiser une réunion avec les responsables des médias de Pointe-Noire, à qui il va dire que la situation, elle est telle que vous la connaissez. C'est vrai que nous allons vers le référendum, mais moi, je vous ai appelé pour vous dire de faire très attention, mais surtout, il y a un élément parmi vous, il a cité mon nom, monsieur Christian Perrin, que vous connaissez, votre confrère, en tout cas, tant pis pour lui. Si vous entendez quelque chose de fâcheux lui arriver, ne soyez pas surpris. Ça, il a dit au cours d'une réunion à mes confrères. Donc, celui qui me rapporte ça, c'est celui qui a assisté à cette réunion. C'est lui qui me rapporte ça. Il dit, on a dit ci, on a dit ça, on dit, mais après, lui, il me pose même la question de savoir, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu imagines un préfet qui vous convoque, vous, les médias, qui vous parle de moi, journaliste, directeur de l'information d'une chaîne, il vous dit ça contre moi. Mais il serait mieux de m'appeler moi-même pour me le dire pourquoi il ne m'a pas appelé. Donc, vous comprenez qu'il y a un autre problème. On voit et donc, oui, allez-y. Et là, donc, l'ordre avait été donné à tous les niveaux. Le maire, pareil, le maire de Pointe-Noire, monsieur Roland Boutiviodo en ce temps-là. Aujourd'hui, il est à l'Assemblée, le vice-président, je crois, de l'Assemblée, un truc comme ça. Monsieur Viodo était encore maire. Il me voit d'ailleurs en plein reportage. Et je crois que c'était le jour même du référendum. Il pose la question à ceux qui étaient à côté. Ceux qui étaient à côté, c'est lesquels? Ole Songo, dont je vous ai cité, le général. Oui, bien sûr. Il y avait le préfet, il y avait... En fait, tous les officiels de Pointe-Noire étaient là. C'était Angoyo. Monsieur le maire va se poser la question à quelqu'un qui me connaissait très bien pour dire, mais ce monsieur, on l'a pas encore arrêté. Vous comprenez ça? Ah ouais. Et donc, quand on me rapporte ça, je dis, ben tiens, ici, il faut que je disparaisse. Voilà un peu comment les choses... Mais pour corriger les choses, comme je dis, pour retrouver la liberté,
déjà qui n'a jamais existé, mais pour faire de sorte que la presse soit libre au Congo, c'est aux journalistes de s'investir, de se battre pour arracher cette liberté. Il faut s'armer du courage. Ils vont me dire, ben oui, toi tu es déjà à l'extérieur, voilà pourquoi tu racontes. Mais je me suis battu je n'ai qu'une vie aussi comme eux. Mais la vie en elle-même, elle représente quoi? Lorsqu'on ne peut pas œuvrer dans le sens, bien sûr, de protéger ou de réclamer sa liberté, de protéger l'humanité pour travailler pour l'humanité. À quoi elle ressemble une vie? On a beau vivre 100 ans, 200 ans, mais si vous êtes là en train de vivre couché, comme disait Thomas Sankara, mieux vaut vivre un jour comme un lion que de vivre 1000 ans couché comme un esclave. Donc, voilà un peu. Ok. Mais merci, monsieur Christian Perrin. Mais j'ai une petite question de curiosité comme ça, là. Monsieur Christian, le nom de Christian Perrin, c'est pas trop congolais, ça. Christian Perrin, ça fait bien français, ça. Votre question, elle est légitime d'ailleurs. Vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question. Beaucoup se la posent d'ailleurs. D'aucuns m'ont dit, mais comment? Est-ce que c'est un nom d'emprunt? Parce que de toute façon, en journalisme, hein, ces pratiques sont permises. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser un nom d'emprunt pour les raisons de sécurité. Hein, et il y en a beaucoup. Vous verrez que même dans les médias ou dans la presse internationale, les gens utilisent parfois les noms d'emprunt. Ben moi, pour moi, c'est mon vrai nom. C'est bien. Okay. Christian Perrin. Perrin, c'est le nom. Christian, c'est... De naissance, hein, de naissance. En fait, je tiens mon nom, voilà, de naissance. Je tiens mon nom de mon père, qui portait le nom, qui s'appelait monsieur Perrin Henri, Perrin Bwende Henri. Okay. En fait, c'est même le premier mécanicien d'hélicoptère congolais, okay. Monsieur Perrin. Mais lui aussi, il tenait le nom d'un médecin français qui a assisté à sa naissance, qui avait donc suggéré à sa maman, donc ma grand-mère, d'attribuer ce nom à cet enfant qui venait de naître, puisque c'était également sa dernière année de mission au Congo. Donc, il avait suggéré, le médecin docteur Perrin avait suggéré à ma grand-mère, qui était la mère de mon père, de donner son nom à son fils qui venait de naître. Et ben voilà, ils ont donné le nom à ce fils qui en a fait un nom de famille, parce que tous nous portons finalement les noms Perrin dans notre petite famille. C'est mon vrai nom. Mais ça m'a beaucoup sauvé aussi, parce que quand j'ai été arrêté, on m'a mené au procès. Tu sais quoi? Ça fait du boucan au niveau de l'Occident, parce qu'ils croyaient que c'était un Français qu'on avait arrêté en Afrique. Et ça m'a beaucoup sauvé aussi dans beaucoup de choses. Mais c'est mon vrai nom. Ok. Ben, écoutez, monsieur Christian Perrin, merci d'avoir été avec nous durant tout ce temps et de nous dire, évidemment, tout ce que vous nous avez dit sur votre profession, sur vous-même et aussi sur le métier de journaliste au Congo-Brazzaville. Il nous reste donc à remercier sincèrement nos téléspectateurs qui nous ont fait la gentillesse de nous recevoir chez eux. Et nous vous invitons pour notre prochaine émission la semaine prochaine. Merci.